Bonjour à tous. Bienvenue dans cette série de vidéos sur le dimensionnement des turbines hydrauliques. On va présenter les dimensions hydrauliques qui influencent le coût d'une centrale hydroélectrique. On va expliquer la théorie hydraulique derrière ces dimensions et comment utiliser une feuille de calcul très simple pour les déterminer. Le calcul se fait en 3 étapes. On calcule le diamètre de sortie de la roue, ensuite la vitesse de rotation du groupe turbine-alternateur et finalement on configure la partie amont de la roue. Pour cette première vidéo, on va donc traiter du diamètre de sortie de la roue. Je suis Michel Sabourin et vous êtes sur la chaîne SimTurb dédiée aux turbines hydrauliques. Les détails du développement des équations se trouvent sur le site simturb.com que je vais parcourir pour illustrer ma démonstration. Vous y trouverez aussi toutes les références bibliographiques et les rappels sur la science hydraulique. Dans une centrale hydroélectrique, la transformation d'énergie la plus fondamentale se passe dans la roue de la turbine. L'énergie hydraulique y est convertie en énergie mécanique. Pour un objectif de production de données, les dimensions de la roue nécessaires à cette transformation déterminent les dimensions des passages hydrauliques de la centrale et sa position en altitude par rapport au niveau aval, et donc par le fait même de l'excavation qui est nécessaire pour cette centrale. On en déduit aussi la vitesse de rotation qui influence la dimension de l'alternateur. Ces dimensions sont au cœur de l'optimisation des coûts d'une centrale hydroélectrique, tant pour les aspects électromécaniques que civils. Voici le plan méridien d'une roue de turbine Francis. L'axe de rotation est ici. Et voilà l'axe du distributeur. On distingue le plafond de la roue et la ceinture qui sont des pièces axisymétriques. Et l'aubage est représenté ici par son bord d'attaque et son bord de fuite. L'écoulement va de 1 vers 2. On voit aussi en vert la sortie du distributeur qui, lui, évidemment, ne tourne pas. La roue se caractérise par quelques dimensions. La dimension la plus importante est son diamètre à la sortie des aubes, ou si vous préférez son rayon. De ce rayon dépendent toutes les dimensions de la turbine, et évidemment de la roue, et on va le voir aussi, sa position en altitude par rapport au niveau aval. Peu moins importants sont le rayon du distributeur ou de l'entrée de la roue et la hauteur du distributeur. Ces dernières dimensions ainsi que la vitesse de rotation vont être traitées dans la prochaine vidéo. La hauteur de la ceinture n'est pas traitée ici. Elle a peu d'influence sur le coût, mais surtout, elle dépend du nombre d'aubes et du comportement en cavitation de l'aubage, et donc nécessite une modélisation numérique pour simuler en détail les écoulements. Nous allons voir que c'est la cavitation qui permet de déterminer le diamètre de la roue. Et celle qui nous intéresse est la cavitation à la sortie de la roue. Donc, c'est celle qui se produit ici. C'est un phénomène qui est global et qui affecte toute la section de passage de la roue. Maintenant, on va faire un peu de théorie et définir la nomenclature des variables que je vais utiliser. Voici le diagramme de phase pression-température pour l'eau. La cavitation se produit à température constante lorsque la pression absolue de l'eau atteint la tension de vapeur. L'eau passe alors de la phase liquide à la phase vapeur. C'est un phénomène qui n'est pas graduel. La transformation se produit dès qu'on atteint la pression de la tension de vapeur, qui, elle, dépend de la température. En conséquence, on définit la marge sur la cavitation, ce qu'on appelle le NPSH, le Net Positive Suction Head, comme étant la pression absolue moins la tension de vapeur. Le tout exprimé en mètres de colonne d'eau. Le chiffre de cavitation sigma est le rapport entre le NPSH et la chute nette. Pour calculer le NPSH dans une turbine, on doit considérer pour un lieu d'intérêt
la pression absolue qui est constituée de la pression atmosphérique plus l'enfoncement plus la perte dans l'aspirateur, de sorte qu'on aboutisse au point d'intérêt ici. Et de cette pression absolue, on soustrait la tension de vapeur et on divise par la chute nette pour obtenir le chiffre de cavitation. On note l'enfoncement comme étant la hauteur de sustentation, c'est-à-dire le niveau de la roue moins le niveau aval. Donc, ça laisse supposer que la hauteur de sustentation est positive lorsque la roue est plus haute que le niveau aval. Dans le cas présent, on va avoir un HS négatif, et c'est pour cette raison que dans la formule, on a moins HS, donc moins un chiffre négatif va nous donner un chiffre positif. Analysons le phénomène de cavitation sous l'angle énergétique en utilisant le théorème de Bernoulli. Par son application, on met en équation la conservation de l'énergie entre la surface aval et le point d'intérêt sous la roue. Supposons qu'on est au point critique où la pression absolue est égale à la tension de vapeur. On trouve alors une relation entre la vitesse débitante, Cm, et les autres variables de l'équation d'énergie qui correspondent au NPSH. Cette vitesse débitante est liée au débit par la section de passage définie par le diamètre de la roue. On confirme ainsi le lien direct entre la cavitation et le dimensionnement de la machine. Plus précisément, le diamètre de la roue dépend directement et seulement de la hauteur de sustentation, puisque pour le point de fonctionnement considéré, toutes les autres variables sont constantes. Donc la pression atmosphérique, la perte aspirateur et la tension de vapeur sont constantes. Il faut remarquer que ce résultat n'est pas influencé par la chute ni par la vitesse de rotation. Une autre façon d'illustrer le phénomène est par cette coupe d'une centrale virtuelle où on fait varier la hauteur de sustentation en conservant constantes toutes les autres conditions, c'est-à-dire le débit, la chute et la vitesse de rotation. On voit qu'à partir d'une certaine altitude, la cavitation apparaît. Donc, pour cette altitude et ce débit, la seule façon d'annuler la cavitation, c'est d'augmenter le diamètre de la roue. Ce diamètre se calcule à partir de la définition de la vitesse débitante Cm que l'on insère dans l'équation trouvée par Bernoulli. On a mis un indice C au diamètre qui est trouvé pour bien indiquer que c'est le diamètre au sigma critique. En réalité, lorsqu'on diminue le sigma, la cavitation apparaît d'abord entre les aubes, puis prend de l'expansion pour atteindre son ampleur au sigma critique. Ce phénomène est étudié lors d'un essai sur modèle réduit, où on est capable de reproduire le point de fonctionnement que l'on veut étudier et de faire varier la pression absolue dans la boucle d'essai. Voici une dérive de sigma effectuée lors d'un essai modèle. Pour le point de fonctionnement choisi, on fait varier le sigma et on observe la variation de ce rendement de la machine par rapport au point de fonctionnement hors cavitation. Donc ici, on a la variation du rendement de la machine et le point hors cavitation, c'est le point à haut sigma. Pendant l'essai, chute, débit et vitesse de rotation restent constants. Seule la pression ambiante varie. Les variations de la performance que l'on observe sont associées à la cavitation. Sur le modèle réduit, le cône de l'aspirateur juste sous la roue est en matériau transparent, ce qui nous permet de visualiser la cavitation. Nous allons donc observer cette cavitation. Pour ce point, qui est le plus à droite, on obtient cette vidéo. On voit que les aubes défilent à cause d'un effet stroboscopique dû à la synchronisation de la fréquence d'image avec la vitesse de rotation de la roue. À ce point de fonctionnement, il n'y a ni perte de performance, ni risque d'usure. On observe une torche de pleine charge qui est le résultat du tourbillon sur la roue, résultant d'un fonctionnement à un débit supérieur au point de meilleur rendement. Pour le point voisin, on observe que la torche se remplit de plus en plus de vapeur. Cette tendance se poursuit avec le point suivant à sigma plus faible. Lorsqu'on arrive à ce point,
Là, on observe une augmentation légère du volume de la torche. Mais surtout, il y a apparition de bulles sur les aubes. Tout au long de ce processus de réduction du sigma, on observe sur place une augmentation du bruit et les crépitements augmentent en intensité. L'apparition des bulles entre les aubes signale aussi le déclenchement des attaques sur le matériau des aubes et donc l'enlèvement de matière. L'apparition des bulles est associée au début du phénomène que l'on veut éviter et devient la limite à ne pas franchir lors de l'opération. Lorsqu'on poursuit notre descente vers le sigma critique, tous les phénomènes déjà décrits s'accroissent. Il y a plus de bruit, de crépitement. Parfois, on peut même observer des phénomènes de pulsation qui engendrent des chargements dynamiques et donc de la fatigue. Mais on n'observe pas encore de baisse de performance, ce qui est largement obtenu avec le point suivant où tous les phénomènes sont exacerbés. En définitive, on vient d'observer qu'en plus du sigma critique qui signale le début de la réduction du rendement, il existe un sigma d'observation qui indique le début d'apparition des phénomènes que l'on veut éviter. Le diamètre critique qu'on a calculé à partir du sigma critique correspond donc à un fonctionnement catastrophique qu'il faut éviter. De fait, la cavitation a débuté entre les aubes bien avant de se propager à la sortie de la roue. Ce phénomène s'explique par des accélérations locales qui sont dues à la cambrure et aux épaisseurs de l'aubage qui obstruent et accélèrent l'eau. Donc, pour éviter cette situation, il faut calculer le diamètre à un sigma plus élevé. Il est d'usage de choisir le sigma apparition de bulles comme sigma d'implantation pour protéger la roue de tout effet délétère. On peut donc définir le sigma d'implantation comme étant un facteur qui multiplie le sigma critique. Cela va nous permettre de calculer le diamètre de la roue en remplaçant dans l'équation précédente le sigma critique comme étant un facteur kappa sur le sigma d'implantation. Ce facteur kappa devient fondamental pour le dimensionnement et relève de la capacité du concepteur hydraulicien à réduire au maximum l'apparition des bulles. Donc, c'est un facteur qui exprime la qualité du tracé qui est proposé. Il convient d'exprimer ces conclusions pour en faciliter l'application. À cette fin, le système de similitude phi-psi développé à l'EPFL par le professeur Beauvais brille par son élégance. Pour rappel, ce système permet d'exprimer un point de fonctionnement en fonction de deux coefficients. Phi, le coefficient de débit, et psi, le coefficient d'énergie. Ainsi, pour une vitesse de rotation, un débit et une énergie nette, on peut calculer pour la sortie de la roue la vitesse tangentielle de rotation solide au diamètre de sortie, la vitesse débitante Cm, qui est la vitesse moyenne de l'écoulement due au débit, et la vitesse angulaire oméga. De ces vitesses, on déduit les coefficients phi et psi, de même que la vitesse spécifique nu. Lorsqu'on transforme notre équation d'énergie au sigma critique avec les coefficients phi-psi, on obtient que le sigma c est égal à phi carré sur psi. Et on peut exprimer le ratio sigma sur phi carré sur psi comme étant kappa qui est égal à 1. Tout sigma d'implantation doit donc correspondre à un kappa supérieur à 1. Sinon, on aurait une pression ambiante inférieure à la tension de vapeur. Voici la représentation analytique de l'évolution du sigma. On a ici le sigma critique, qui est calculé à partir de phi carré sur psi, et on peut démontrer que sous ce sigma critique, la perte de rendement est égale à la diminution du sigma. De plus, ce n'est pas affiché ici, mais le sigma d'implantation se trouve à droite du sigma c, à un facteur kappa plus grand que 1, multipliant le sigma critique. Ce facteur kappa devient le critère dimensionnant qui s'insère dans le calcul du diamètre d'implantation. C'est aussi le critère qui détermine la maîtrise du concepteur pour le phénomène de la cavitation quand il est choisi pour exprimer le sigma d'implantation égal au sigma d'observation. On va voir maintenant comment tout ceci s'intègre dans une feuille de calcul. Après avoir expliqué pendant 15 minutes la théorie pour déterminer le diamètre de sortie de la roue, on est arrivé à une formulation assez simple qu'on a mis en œuvre dans cette feuille de calcul.
Il y a une étude de cas sur le site web à cette page que l'on va reprendre dans l'onglet « Exemple » de la feuille de calcul. Sur cette feuille, la colonne de gauche définit les données au problème. Cette colonne-ci décrit les paramètres au point nominal, c'est-à-dire à la puissance maximale. Et ici, on trouve les paramètres calculés pour le point optimal, c'est-à-dire au rendement maximum. Pour cet exercice de dimensionnement du diamètre à la sortie de la roue, on a assumé que le débit maximum de cette turbine se trouve sous la chute nominale au point nominal. On va donc passer en revue chacune de ces variables. D'abord, il y a les données nécessaires au calcul. Donc, on a les propriétés du site, ensuite les objectifs de conception et les critères de conception. Donc, les propriétés du site, on trouve la densité de l'eau, la gravité, la pression atmosphérique en mètres de colonne d'eau, la tension de vapeur en mètres de colonne d'eau et la fréquence du réseau. L'objectif de conception, donc on a la puissance nominale, qui est la puissance maximale de la machine, la chute nominale, le rendement à ce point de fonctionnement, la hauteur de sustentation au point nominal. On a besoin aussi du rendement au point optimal et de la vitesse débitante à la sortie de l'aspirateur pour le point optimal. Enfin, pour le dimensionnement du diamètre à la sortie de la roue, on a besoin du critère kappa sur la cavitation. Pour le point nominal, on calcule l'énergie nette, le débit, la vitesse débitante à la sortie de l'aspirateur, la perte aspirateur, le NPSH et finalement le sigma d'implantation et le sigma critique. De ces valeurs, on est capable de calculer maintenant le diamètre à la sortie de la roue et les valeurs qui lui sont immédiatement associées, soit le rayon à la sortie de la roue et le rayon au point 2. En découle ensuite le coefficient d'énergie psi au point nominal, le coefficient de débit phi et la vitesse spécifique au point nominal. À cette étape, pour le point optimal, on a besoin du débit et ce débit est calculé à partir d'un critère de conception qu'on va voir dans la prochaine vidéo, qui est le ratio entre le débit au point optimal par rapport au point nominal. Ceci complète pour l'instant les données qu'on a besoin pour dimensionner le diamètre à la sortie de la roue. On va voir maintenant comment tout ça fonctionne. D'abord, il faut noter qu'il y a 3 données qui dépendent de la compétence du concepteur de la roue. Il s'agit des rendements au point nominal et au point optimal, ainsi que du facteur kappa. Ces données peuvent être obtenues directement d'un essai sur modèle réduit ou d'un calcul CFD. Elles peuvent être aussi anticipées à partir de notre connaissance des réalisations passées, mais surtout récentes. Plus ces valeurs seront agressives, plus elles seront difficiles à obtenir et plus il en coûtera en développement et en délai. Par exemple, dans les années 70-80, le facteur kappa était d'environ 2. Dans cet exemple, j'ai proposé 1,8, ce qui est tout à fait réalisable. Ce qui est aussi le cas des rendements que j'ai proposés. Si on fait passer le kappa de 1,8 à 2, le diamètre qui est à 4167 mm passe à 4278 mm, soit une augmentation de 2,8 %. Sur le volume de la turbine, cet effet est au cube et donc accroît le volume de la turbine de presque 9 %, avec des répercussions semblables sur les coûts. Donc, depuis cette époque, l'avancement de la technologie a contribué à réduire les coûts de réalisation. Revenons à notre valeur initiale, 1,8, et regardons l'effet de l'enfoncement. Présentement, nous avons une hauteur de sustentation de moins 2 mètres. Si on enfonce d'1 mètre additionnel, on passe à moins 3. Et l'effet sur le diamètre, on est à 4167, va passer à 4090. Donc, on observe qu'un enfoncement additionnel va diminuer le diamètre de la roue et diminuer les coûts de la fourniture électromécanique, mais augmenter les coûts d'excavation. On est là au centre de l'optimisation de la centrale hydroélectrique. On peut réduire le diamètre de la roue en enfonçant au prix d'une excavation additionnelle ou en augmentant la qualité de la conception, ce qui est tout bénéfice. À titre de référence, j'ai fait l'ingénierie inverse de quelques projets à partir de quelques données approximatives. Ainsi, on trouve à LG4 un kappa de 2,05. À Churchill Falls, qui est un peu plus vieux, 2,51. À Grand Coulee, 2 et LG3, 2,1.
Si on revient à Churchill Falls pour étudier le potentiel en réhabilitation. Actuellement, on a une puissance de 483 MW. Je vais la copier pour la sauvegarder temporairement. Et on est à 4,342 m. On va le garder en référence. Si sans trop faire d'effort, on passe à un CAPA de 1,8. On s'aperçoit qu'on est presque à 4 mètres de diamètre et on voit qu'on pourrait augmenter la puissance et donc le débit pour trouver le diamètre existant. Je sais qu'à 570, on est sur la puissance requise pour retomber sur le diamètre. Et donc, on a augmenté la puissance de 18 %. Ça démontre que ce chiffre kappa qualifie la qualité de la roue et influence le coût de la centrale. Ceci termine cette vidéo sur la détermination du diamètre de sortie de la roue. La prochaine vidéo traitera de la vitesse de rotation et de la configuration des passages hydrauliques à l'amont de la roue. Je vous y attends.